Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sophie qui est Tanadoula et qui va nous faire découvrir son métier. Bonjour Sophie. Bonjour, Comment ça merci de va? me recevoir. Très bien, et vous? En pleine forme, je suis très contente de découvrir ce nouveau métier en votre compagnie, donc ça va être chouette. On va essayer de vous donner un maximum d'informations du coup. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez et ce qui vous a conduit à faire ce métier? Parfait. Je m'appelle donc Sophie, j'ai 45 ans et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis Tanadoula, mais c'est un parcours professionnel qui est le fruit d'une évolution marquée par plein d'expériences riches et variées. Déjà géographiquement, puisque je suis lyonnaise, que j'ai fait un petit tour par le nord, puis par Nantes pour atterrir depuis 5 ans en Bretagne. Professionnellement, c'est un peu pareil. J'ai beaucoup bougé, j'ai obtenu un bac scientifique avec l'ambition de poursuivre des études dans le domaine médical, mais j'ai dû faire face à un changement de cap inattendu et donc j'ai embrassé une carrière de 15 ans en tant que responsable d'équipe de service client et de service qualité, où j'ai pu développer des compétences en gestion et en relations clients. En 2014, j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai obtenu un titre professionnel d'assistante de vie aux familles. Donc, c'est une formation qui m'a ouvert les portes du secteur médico-social où j'ai travaillé pendant plus de 5 ans, partagé entre l'EHPAD et l'accompagnement à domicile de personnes qui souffraient de handicaps lourds tels que de la tétraplégie, de l'autisme, l'infirmité motrice et cérébrale. En 2019, j'ai donc déménagé en Bretagne et c'est là que j'ai découvert l'accompagnement de fin de vie à domicile, ce qui a été vraiment une vraie révélation pour moi. Et depuis lors, j'ai entrepris de nombreuses formations pour enrichir toutes mes connaissances et mes compétences dans ce domaine. J'ai notamment obtenu un diplôme universitaire en éthique et prévention dans l'accompagnement de la personne âgée et je suis désormais certifiée Tanadoula ou doula de fin de vie et de deuil. Il y a 1 an, j'ai fondé Trésaden, un nom breton qui signifie la traversée, dans le but d'accompagner l'humain dans toutes les transitions majeures de sa vie jusqu'à sa mort et même au-delà avec l'entourage. C'est une approche qui repose sur l'empathie, la bienveillance et le respect de la dignité de chaque individu dans le respect de ses choix et de ses valeurs. Ça me permet d'accompagner les personnes en fin de vie ainsi que tous les endeuillés dans un moment qui est très précieux pour eux. Très bien, donc un métier humain, très humain finalement. Très humain. Est-ce que vous pouvez du coup nous décrire votre métier au quotidien? Comment vous faites? Comment vous accompagnez toutes ces personnes? C'est un accompagnement et une posture qui est non médicale. On n'est pas soignant, même si aujourd'hui, moi, j'ai une posture complémentaire du fait d'être auxiliaire de vie. Initialement, la doula de fin de vie offre un accompagnement complet basé sur l'émotionnel et personnalisé pour se positionner en tant que personne ressource, en fait, et facilitant dans un contexte de fin de vie ou de deuil, puisqu'on peut être amené à gérer les deux. À savoir que la doula de fin de vie, on parle de fin de vie, mais c'est aussi en fait une personne qui facilite tout au long de la vie toutes les transitions majeures, puisqu'on accompagne le deuil avec un grand D, que ce soit des deuils de situation ou la fin de vie tout court. Être doula de fin de vie, c'est être une professionnelle qui propose des prestations à une personne en fin de vie ou une personne malade, à ses proches ou aux endeuillés. Une approche qui est laïque, non religieuse, mais que par contre, on met en œuvre dans le cadre du respect des croyances de la personne accompagnée. On évalue tous les besoins et les désirs avec la personne en fin de vie ou ses proches. Ça peut être un simple entretien, un partage de préoccupations quand c'est pas aisé de dire à ses proches ou au corps médical certains secrets de famille qu'on a besoin de déposer avant de décéder, ou de parler de situations embarrassantes, insurmontables. On peut offrir des prestations administratives, on peut aider la personne à régler et à mettre de l'ordre avant la préparation du chemin vers la mort. Ça peut aller jusqu'à aider à préparer les funérailles en amont ou à récolter tout ce qui va être dernière volonté en termes médical, parce qu'on est aussi garant de pouvoir faire valoir les volontés de la personne sur son accompagnement de fin de vie. Ça peut être organisé et proposer un rituel, ça peut être une cérémonie. Certaines d'entre nous sommes aussi célébrantes
de cérémonie funéraire, laïque, toujours bien entendu. Là où la doula de naissance, dont vous avez peut-être entendu parler, est la servante de la vie, nous, on est les servantes de la mort et on aide vraiment à préparer le dernier voyage. Pour ma part, ça m'est arrivé aussi de permettre, de faciliter la reprise de relations avec des familles pour pouvoir permettre à la personne mourante de régler un certain nombre de problèmes et d'obtenir des pardons ou un rapprochement avec la famille et de pouvoir partir l'esprit léger. Donc on organise des espaces de parole, des partages, des cafés deuil sur la mort, sur le suicide et on peut intervenir à domicile, à l'hôpital, en institution, sur demande de la famille ou dans une entreprise aussi pour accompagner des salariés. On envisage de pouvoir de plus en plus intervenir dans les écoles pour rendre la mort moins taboue auprès des enfants et pouvoir aussi faciliter la prise de parole à ce niveau-là. C'est très particulier parce qu'on agit au moment de la mort ou au moment de très grosses transitions de vie, pardon. Mais on est vraiment dans l'humain au plus strict parce qu'il reste plus que ça à ce moment-là. C'est des interactions, honnêtement, aujourd'hui, dont je ne me passerai pas parce qu'elles sont vraiment, c'est les plus vraies interactions que je peux avoir aujourd'hui dans mon accompagnement de l'être humain. Quelles sont vos conditions de travail? Les horaires, les jours? Alors, déjà dans un premier temps, il faut savoir qu'aujourd'hui, le métier de Tanadoula étant peu connu en France, c'est pas une activité principale. Moi, aujourd'hui, c'est un métier secondaire que je viens faire en tant qu'auxiliaire de vie, qui vient soit compléter un accompagnement de base d'auxiliaire de vie et je change de casquette sur la fin de vie pour accompagner la famille, la personne mourante, soit aujourd'hui, de plus en plus, je commence à être appelée pour faire directement mon rôle de Tanadoula. En termes d'horaire, on choisit rarement comment on meurt et quand est-ce qu'on meurt. Donc, il faut savoir être disponible tout le temps si on veut vraiment pouvoir accompagner au mieux. Donc, il n'y a pas d'horaire. Je fais du jour, je fais de la nuit. Là, j'ai enchaîné 3 nuits d'affilée, mais j'ai fait mes prestations en journée aussi. Les accompagnements famille, souvent, et deuil se font en journée. En fin de journée ou les samedis, par exemple. Les accompagnements en entreprise, on est plutôt sur de l'horaire un peu bureau et puis après tout ce qui aide au répit famille, c'est plutôt le soir et la nuit pour permettre aux familles de souffler et qu'il y ait tout le temps une personne avec les personnes mourantes. D'accord. Donc vous travaillez seul, mais avec dans des structures, par exemple? Alors, ça arrive dans des structures, effectivement. Alors, on vient en renfort, je dirais, de l'équipe soignante qui finissent par nous connaître. On ne prend pas leur travail, on prend le travail de personne, que ce soit celui d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un soignant. Mais effectivement, ça nous arrive d'intervenir, par exemple, en EHPAD et de faire une garde de nuit auprès d'une personne qui ne se sent pas d'être toute seule toute la nuit ou en hôpital, ce qui permet, en l'occurrence, aux soignants de pouvoir souffler un petit peu aussi et de savoir qu'il y a une personne en permanence qui sera à même d'alerter. Et c'est là D'accord. où, quelque part, moi, ma double casquette d'auxiliaire de vie est facilitante, puisque au quotidien, je gère déjà des situations où je vais veiller des personnes, où je suis à même de faire certains soins. Du coup, ça permet de faciliter les choses. On vient aussi un petit peu en répit des professionnels. Oui, puis aussi des familles qui, du coup, sont un C'est peu plus «sereines» entre guillemets, de se dire: «Bah, ça. il y a quelqu'un auprès de mon proche, quoi». Généralement, effectivement, quand on intervient, la première des choses, c'est qu'on voit avec la famille, quand c'est du domicile, qui on prévient, comment on prévient, à quel moment on prévient. Certains nous disent, vous me laissez dormir et puis vous me préviendrez demain matin. D'autres veulent être prévenus tout de suite. D'autres veulent être prévenus quand on est vraiment dans les derniers moments parce qu'ils veulent être présents. On est vraiment sur un accompagnement qui est personnalisé, donc il n'y a jamais deux accompagnements qui se ressemblent. Oui, c'est unique à chacun quand C'est même. ça. C'est ça. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire votre travail? La bienveillance, c'est obligatoire. Ça va être pour moi, c'est avant tout un savoir-être plus qu'un savoir-faire. On est dans l'écoute, on est dans l'accompagnement
des personnes d'un point de vue, comme je disais tout à l'heure, non médical. On vient pas se substituer aux médecins et aux soignants, on vient bien les accompagner. L'écoute, la bienveillance, c'est les 2 choses, les plus essentielles. La congruence aussi, être, raccord entre, ce qu'on dit et ce qu'on fait et la manière dont on se présente, parce que c'est un moment qui est vraiment très important pour la personne qui va mourir ou pour les personnes qui accompagnent. J'ai envie de dire, si on n'est pas droit dans ses bottes, la personne le sent en face et ne se sent pas en sécurité. Il faut être capable de créer à tout moment, justement, sécurité et intimité, qui sont les 2 conditions, essentielles pour une personne pour décéder dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est un métier où on peut dégager un revenu? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est plutôt sur une activité secondaire. Aujourd'hui, le métier commence à se développer, donc on commence à avoir de plus en plus de demandes. Ça nécessite beaucoup de communication parce que la mort est tabou. Donc aujourd'hui, l'important, c'est de se faire connaître. Donc, beaucoup de communication, en l'occurrence sur les réseaux, auprès des professionnels de santé aussi qui commencent aujourd'hui, parce qu'ils me connaissent en tant qu'auxiliaire de vie, savent comment je fonctionne sur la fin de vie et viennent me chercher, proposent mes services aux bénéficiaires qu'ils approchent. J'ai un site internet qui me permet aussi d'être visible. Et puis après, c'est du réseau comme toute entreprise, j'ai envie de dire, mais dans un milieu très spécifique puisque c'est celui de la mort et que ça fait peur, ça ferme certaines portes. Par contre, quand les portes s'ouvrent, c'est vraiment très grand. Un accompagnement avec une Tanadoula, ça représente quel budget? Alors tout va dépendre, du type d'accompagnement. Moi aujourd'hui dans un accompagnement, je travaille à l'heure ou au forfait en fonction du nombre, de séances souhaitées et du type d'accompagnement souhaité. Pour un accompagnement deuil ou simplement un entretien, on est en général entre 50 € de l'heure à 70 € pour 1 heure et demie, 2 heures. Ensuite, quand on est sur, des relais famille pour, créer du répit sur les soirées, c'est à peu près 150 € et il faut compter entre 200 et 300 € pour une nuit complète ou une journée complète. D'accord. À savoir qu'aujourd'hui, on travaille essentiellement en auto-entrepreneur, mais qu'on peut aussi travailler pour l'instant en CESU, ce qui permet de pouvoir bénéficier des 50 de déduction fiscale, dans certains cas. Est-ce qu'il est possible d'évoluer une fois qu'on est Tanadoula? Quelles sont les possibilités d'évolution? Alors, il n'y a pas d'évolution, verticale, puisque quand on est Anadoula, on est individuel et voilà, on peut pas devenir notre propre chef. Par contre, aujourd'hui, 2 possibilités d'évolution, ça va être de proposer de la formation, de l'accompagnement en entreprise ou auprès des soignants, en proposant soit des modules courts, soit des modules plus longs de formation sur la mort, sur la fin de vie. Et aujourd'hui, comme on est en train de le mettre en place aussi, en France avec l'association, des doulas de fin de vie francophone, la mise en place de collectifs de doulas qui nous permettent de pouvoir proposer des alternatives si la personne qui nous reçoit n'entre pas en interaction avec nous, de pouvoir proposer d'autres personnes ou de pouvoir relayer sur d'autres régions. Quel est le parcours pour, devenir Tanadoula? Alors, pas de parcours type puisqu'aujourd'hui la formation est encore peu reconnue, même si on bataille fort pour arriver jusqu'à la tête de l'État et faire entendre que ce métier est important en France, Mmh. comme il l'est aux États-Unis, au Canada, en Belgique ou en Suisse. Aujourd'hui, dans mes collègues Tanadoula, j'ai des personnes qui ne sont absolument pas issues du médical ou du paramédical. La plupart du temps, on suit une formation. Il en existe 2 en France qui sont certifiantes. Donc, vous avez l'Institut de Deuil et Doula de fin de vie, l'IDDFV, sur Besançon, qui propose une formation soit hybride, soit présentielle, sur 9 mois. Et après, vous avez le collectif Couleur Plume qui propose, elle, que du présentiel, qui est dans le sud de la France. C'est les 2 formations aujourd'hui, vraiment existantes. À savoir qu'elles ne sont pas finançables par, les OPCO, les CPF ou autres, puisqu'elles ne sont pas reconnues. Et je sais que l'entreprise Happy End va proposer très prochainement l'équivalent, qui est une formation de référente accompagnement fin de vie, qui a plus pour vocation, elle, d'intervenir en structure et qui, de la même manière, n'est pas finançable. D'accord. Quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier?
D'y réfléchir et je conseille généralement de commencer surtout par du bénévolat. La Tanadoula ne vient pas en substitution d'un bénévole en soins palliatifs ou en accompagnement fin de vie. On n'a juste pas tout à fait les mêmes prérogatives parce que le bénévole n'a pas la largesse d'action que nous, on a en tant que Tanadoula. Et puis bien souvent, ils voient une fois, 2 fois la même personne et après l'association les incite à changer de personne aidée pour éviter les attachements pour l'un et pour l'autre. La plupart du temps, effectivement, je conseille de faire du bénévolat parce que souvent les personnes qui veulent devenir Tanadoula se disent: «J'ai accompagné mon père, ma mère, un frère, une amie, je sais ce qu'est la mort, je sais ce qu'est un accompagnement». Or, on n'accompagne pas du tout de la même manière professionnellement et familialement ou amicalement, vers la mort. C'est important de pouvoir se positionner dans une posture justement qui soit professionnelle, d'être aussi à même de pouvoir se faire aider. Parce que quand on gravite dans le domaine de la mort, c'est important d'avoir des soutiens psychologiques, même si on sait dans quoi on gravite, il est important de se faire aider. Commencer par du bénévolat, c'est vraiment important. Déjà parce que les associations vous fournissent des super formations, et vous accompagnent, dans vos premiers pas et ça vous permet aussi de savoir si, vous vous voyez en faire un métier ou pas. Et on a besoin de bénévoles dans tous les cas, donc même si vous, à terme, vous ne finissez pas Tanadoula, on a toujours besoin de bénévoles en soins palliatifs. Et donc, comment on devient bénévole? On contacte quelle association? Alors, l'association la plus connue, c'est Jalmalv, jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, accompagner la vie, excusez-moi. Vous en avez une antenne sur presque tous les départements ou les grandes villes. Vous avez les associations Être et Partage. Vous avez aussi la Société française de soins palliatifs, la SFAP, dont on parle pas mal puisqu'aujourd'hui, ils militent, dans le cadre de la peut-être future loi fin de vie. Et là, vous allez pouvoir être accompagné, vous aurez plusieurs entretiens pour valider véritablement vos envies, vos possibilités, vos compétences aussi, parce que si vous êtes déjà dans le milieu du soin, vous aurez certainement une formation qui pourra être un petit peu allégée. Et puis, la plupart du temps, après un petit parcours d'intégration, vous ferez moitié formation, moitié accompagnement sur le terrain avec un tuteur. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir partagé les dessous de ce métier, de nous l'avoir fait découvrir. Merci Aurélie, merci à vous de nous donner cette opportunité. Ah, mais avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée Aurélie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!